pourquoi dans ma famille, il existe une personne qui est malade et que ma famille ne peut pas être normale comme toute autre famille. Et tu te sens coupable du fait d'avoir quelqu'un qui est malade dans ta famille. Il y a aussi l'extérieur, les institutions, il y a aussi plein de choses qui fait que vous vivez avec cette culpabilisation tous les jours, hein. Vous l'avez en face de vous aussi, hein. Donc il y a tout qui fait que on vit avec ce sentiment de culpabilisation. L'extérieur n'est pas fait pour nos enfants malades, hein. Pouvoir avoir un sentiment de culpabilité, c'est quelque chose qui va permettre à un individu de se construire dans des bonnes conditions et notamment, il va lui permettre de réveiller en lui l'empathie. Et cette empathie est quelque chose de très important dans la relation qu'on peut avoir avec autrui. La culpabilité et la maladie rare. Un thème qui revient souvent dans les mots des patients et des aidants concernés par la maladie. Mais qu'est-ce que la culpabilité? Comment se manifeste-t-elle? Quelles sont ses origines? Et One Life a voulu interroger des patients, des aidants et des professionnels pour comprendre ce phénomène. Mais aussi savoir s'il est possible de se défaire de ce fardeau récurrent. Séquence 1, plan 1, prise 1. Comment les patients et les proches des personnes atteintes de maladies rares définissent-ils la culpabilité? Qu'est-ce qui la cause? Et surtout, comment ça se manifeste chez eux? Le sentiment de culpabilité, c'est se sentir coupable de cet événement qui est en train de se produire. Exemple, se sentir coupable d'être malade, peut-être parce qu'on a mené un train de vie qui nous a tellement fatigués physiquement qu'on en est tombé malade. C'est notre environnement, c'est les choses qu'on a appris depuis qu'on est enfant, les valeurs qu'on tient de nos parents, de l'éducation qu'on a reçue à l'école, de l'environnement dans lequel on a grandi. Tout ça concourt à à nous faire, assimiler, ces valeurs. Donc pour moi, c'est ça la culpabilité. Bah, je pense que c'est quelque chose que tu as en toi, qui se fait tout seul par rapport à ce que tu vis peut-être, parce que chacun pense différemment en fait. Je pense que ça remonte à mon enfance. Je suis quelqu'un qui intériorise beaucoup, qui culpabilise beaucoup et me dit, enfin, c'est possible que ce soit mon corps qui lâche à force de trop intérioriser en fait. Je pense que ça vient de ce qu'on m'a inculqué, oui. C'est pas des valeurs qu'on m'a inculquées parce que j'appelle pas ça des valeurs, mais toute mon enfance, je me suis pris dans la tête que je faisais pas les choses correctement, que j'étais rien en fait. Le manque de moyens, le manque de connaissances qui fait qu'on se sent comme ça aussi. Je pense que ça a beaucoup pompé sur mon énergie parce que je suis quelqu'un qui se remet sans arrêt en question. Et là, pour le coup, c'était le coup de massue, hein. J'avais vraiment le sentiment que c'était ma faute si j'étais malade, que je pouvais guérir et donc, en me mettant dans cet état-là, je pense que ça a bouffé tellement d'énergie. C'est probablement une des raisons pour lesquelles j'étais léthargique les premiers mois, je pense. Je crois que j'étais dans un niveau psychologique où je m'auto-flagellais en permanence. C'est ça. Je peux penser parfois, c'est plus de la colère quand on doit la contenir pour faire des piqûres tous les soirs qu'elle ne veut pas, qu'elle nous dit avant en pleurant ou qu'elle vient me voir moi comme je reviens du travail, qu'elle m'a pas vu de la journée et elle me regarde en pleurant en me disant s'il te plaît papa, s'il te plaît, pas la piqûre, et qu'on est obligé de le faire. C'est plus ça qui me met la rage, qui m'énerve vraiment. Ça me met hors de moi, mais du coup, et le fait de devoir se contenir, de pas crier, de pas s'énerver, de quand même la tenir un peu de force le temps que sa mère la pique. Donc nous, il faut qu'on se maîtrise énormément. La culpabilité, je dirais qu'elle se manifeste par plusieurs états. Déjà, le principal, c'est que je le ressens pas mal au niveau de l'estomac. Je dirais, des fois même, ça s'apparente à la peur de certaines choses. Ça tourne beaucoup dans ma tête. Comme je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup, des fois c'est trop, ça tourne tout le temps en boucle.
Et aussi, ça peut se manifester quand j'en ai trop plein là-haut. C'est des pleurs, quand ça va pas physiquement, ça va être plutôt, je vais être en colère contre tout le monde. Ma femme et moi, on était à peu près convaincus qu'il n'avait pas la maladie, il ne saignait pratiquement pas, très très peu, voire pas du tout. Et pour nous, c'était plus une confirmation, quoi. Et pour eux également. Et puis, ma fille nous a appris qu'elle était diagnostiquée comme ayant la maladie de Brody-Hössler. Et là, quand je l'ai appris, elle m'avait communiqué par téléphone parce que on n'habitait pas dans la même ville. Et elle m'a appris ça par téléphone et j'avoue qu'à ce moment précis, ça a été la douche froide. J'ai eu beaucoup de mal à encaisser cette nouvelle. J'ai une sorte de révolte en fait. J'ai tout de suite fondu en larmes en saignant du nez énormément. La culpabilité, telle que la définissent les patients et leurs proches. La façon dont elle est ressentie par chacun. Ces patients et leurs proches viennent de l'exprimer avec leurs mots. Mais y a-t-il des thérapeutes spécialistes de ce sujet ? Nous en avons rencontré 3 et nous leur avons posé de nombreuses questions. Bonjour à vous. Pourriez-vous nous définir ce qu'est la culpabilité ? Alors la culpabilité, c'est à la fois un sentiment et un jugement, mais on peut faire le parallèle puisque c'est toujours la même chose. C'est le sentiment de faire du tort à quelqu'un avec la responsabilité. Alors on la ressent, en général, ce qui nous intéresse en fait c'est le sentiment, pas le jugement au tribunal, même si évidemment il y a un lien entre les deux. Mais en fait on se sent coupable, c'est un mal-être, c'est une émotion négative qui perdure et qui a des effets très, très longs en fait. Il faut dire 2 choses qui me semblent très importantes. La première, c'est que le sentiment de culpabilité, il est universel et finalement assez ancien, puisque les tout petits enfants peuvent déjà assez précocement éprouver un sentiment de culpabilité. Il suffit qu'il se regarde dans les yeux de sa mère pour comprendre qu'il y a des choses qu'il fait qui ne sont pas bien et éprouver un sentiment de culpabilité à son égard. La deuxième chose importante, c'est que le sentiment de culpabilité, lorsqu'il est bien pondéré, est structurant et que pouvoir avoir un sentiment de culpabilité, c'est quelque chose qui va permettre à un individu de se construire dans des bonnes conditions et notamment, il va lui permettre de réveiller en lui l'empathie. Et cette empathie est quelque chose de très important dans la relation qu'on peut avoir avec autrui. Donc ça, c'est les aspects positifs de la culpabilité. Alors la culpabilité n'est pas une maladie, donc il ne peut pas y avoir de symptômes. Par contre, elle est une conséquence. Alors, ça dépend de ce qu'on entend dans culpabilité. Comme tout à l'heure, je disais, c'est effectivement le regard de l'autre. Si on attend absolument d'être reconnu dans l'autre, on va être en lien avec ce que l'autre attend. Et donc, on va se mettre sur ses réactions et sur ses attentions. Et donc, on va s'oublier. Et donc, on ne va pas être soi et on va être toujours en attente de reconnaissance. Et si on n'a pas cette reconnaissance, on va être effectivement dans la culpabilité. Maintenant qu'on sait ce qu'est la culpabilité, nous allons voir quelles sont les causes de ce sentiment-là et surtout, comment ça se manifeste. Il n'y a pas une seule cause ou une seule source. Moi, je pense qu'il y en a au moins 2. Il y a des causes extérieures, c'est-à-dire les choses qui se passent dans la vie extérieure, les événements, les faits. On fait des choses, des fois on fait du tort à quelqu'un, on peut bousculer quelqu'un, blesser quelqu'un physiquement ou verbalement. Donc ça, c'est une source. Après, il y a le sentiment qu'on a de la responsabilité par rapport à ça. Ça, c'est la source interne. Et puis après, il y a aussi le monde extérieur, les autres qui vont nous renvoyer ce qu'on a fait et si on est coupable ou pas, la culpabilisation. Donc c'est un mélange de ces 3 sources-là. C'est très difficile de sortir de la culpabilité parce qu'on nous l'enseigne depuis le plus jeune âge. On nous apprend « mouche ton nez, dis bonjour à la dame, sois gentille » ou « sois gentil ». Mais on ne nous apprend pas à nous respecter, on ne nous apprend pas à nous rencontrer, on ne nous apprend pas à développer
nos talents et nos compétences. On doit être très vite formaté à un système et du coup, on a cette référence tout au long de notre vie. Et ça peut être effectivement très dommageable quand justement la maladie s'invite dans notre vie parce qu'à ce moment-là, les codes sont faussés, on n'est plus dans le contrôle. Et quand on n'est pas dans le contrôle, on est dans la culpabilité. La culpabilité, elle se manifeste à différents niveaux. La première, le premier niveau concerne une attitude, un comportement que la personne qui éprouve ces sentiments de culpabilité va vivre, que c'est l'auto-reproche. Dans la culpabilité, l'auto-reproche est très important et très envahissant. Cet auto-reproche, il va être nourri de toute une série de fantasmes que la personne pourra construire pour essayer d'expliquer pourquoi un événement est survenu dans sa vie. La culpabilité prend sa source dans la culpabilisation. C'est quelque chose qui nous est enseigné depuis que nous sommes tout petits, dans notre entourage familial, éducationnel, amoureux, amical et par la suite professionnel. On a tous envie de se faire aimer, on a tous envie d'être reconnus et on s'attache au regard de l'autre parce que c'est dans l'autre effectivement qu'on se mire et qu'on se voit. Et quand le regard n'est pas en lien avec ce que nous attendons, on pense que, on n'est pas au rendez-vous. Et là, on se demande si on a fait quelque chose de bien ou mal. Et la culpabilité commence à ce moment-là. Avec les professionnels, nous arrivons à une nouvelle notion, la culpabilisation. La culpabilisation, c'est le fait de reporter la responsabilité d'un événement sur une personne, jusqu'à ce qu'elle éprouve le sentiment de culpabilité. Comment nos patients et nos proches l'ont-ils vécu? Comment les professionnels l'expliquent? Mais comment ça se fait qu'on a embauché quelqu'un d'autre dans ton état alors que tu as envie de dire ok, je vais pas bien physiquement, mais je veux dire là-haut ça va très bien, donc je peux très bien assurer le travail que je fais, donc voilà. Mais en Afrique, surtout en Côte d'Ivoire, quand une personne a un handicap, en général, cette personne-là est rejetée carrément. Parce que on se dit que, c'est un mauvais sort où les parents ont dû sacrifier l'enfant pour pouvoir se faire des sous. Il y a tellement de préjugés. Et ça fait que les personnes décident même carrément de ne pas s'approcher de ces personnes qui ont des maladies-là. Ils isolent cette personne. Et cette personne-là se sent vraiment coupable du fait qu'elle est malade dans une société où la maladie est un péché. Donc, moi, j'ai ressenti ça au niveau de mes sœurs. Parce que quand j'étais en Côte d'Ivoire, quand je n'avais pas encore jamais voyagé et que mes sœurs étaient malades, le regard des autres faisait qu'on se sentait coupable d'avoir des sœurs qui sont malades. Donc, c'est peu à peu, je me suis dit, mais pourquoi les personnes rejettent la faute à une personne qui est malade? Le processus de culpabilisation, je dirais que c'est une question qui me pose problème parce que en réalité, la personne qui se sent coupable, qui a ces sentiments de culpabilité, est une cible à la culpabilisation. Donc c'est un phénomène qu'il faut analyser finalement dans un feedback. Quand on se sent coupable, on va vivre des commentaires, des réflexions, un regard comme un regard qui culpabilise. Et on va l'utiliser pour alimenter son sentiment de culpabilité. Donc je pense que culpabilité, je dirais plutôt le contraire. Je dirais que quelqu'un qui se sent coupable, elle va opérer de telle sorte qu'au fond, elle va culpabiliser les autres. Je pense que c'est ça qui est le plus intéressant à formuler, de dire que quand on est coupable, quand on se sent coupable, on a une manière d'agir
qui fait que les autres, l'entourage, il peut se sentir coupable aussi. Donc le coupable, celui qui se sent coupable, peut culpabiliser les autres. On me faisait culpabiliser sur le fait que j'étais pas l'ancien de moi, oui. Et là, il y a une nana, mais j'ai réussi à prendre un peu du recul là-dessus, parce que là, par exemple, il y a une nana qui m'a fait culpabiliser sur... Donc elle m'envoie un lien d'abord sur le régime Duncan. Et j'ai dit merci de me rappeler que j'ai pris 35 kilos et que je suis grosse, etc. Et donc, elle commence à me dire que, enfin, je n'ai pas testé celui-là. Alors, j'ai dit que je les ai déjà contactés et que de toute façon, avec mes problèmes hormonaux, ils ne veulent pas. Et parce que c'est pas, enfin, ils prennent pas le risque, en fait. Quand tu prends des médocs qui te font grossir, si tu veux, ils vont pas se faire rentrer dans leur stats pour que tu leur plombes tout parce qu'ils savent très bien que ça ne marchera pas. Et donc, elle m'a dit, bah, t'as qu'à trouver un truc plus naturel, hein. Alors, sachant que je suis pro-naturel, que j'essaye de toujours trouver des solutions, ça m'a fait sourire parce que c'est une nana qui ne me connaît absolument pas. Mais voilà, donc elle a essayé de me faire culpabiliser sur le fait que, voilà, que j'avais pris des kilos, sur le fait que, soi-disant, je faisais rien, mais c'est parce que... Mais comme elle ne me connaît pas, en fait, ça m'a moins touchée que les amis proches. Mais j'ai eu des réflexions sur le fait que je les aidais plus, que j'étais plus là, que je disais non. Moi, mon avis, c'est que effectivement, les autres, en fait, nous tendent la perche de la culpabilité presque toujours, en fait. Quand ils sont pas contents, on a oublié de faire quelque chose, ou etc. C'est très facile. Ce matin, j'ai reçu un message qui disait ah ben tu écris pas beaucoup. Voilà, c'était juste, c'est de la culpabilisation. C'est anecdotique, c'est presque rigolo. C'est inconscient, bien sûr. Mais c'est très tentant, en fait, de culpabiliser l'autre quand on n'obtient pas ce qu'on voudrait, surtout quand on ne l'a pas demandé. Voilà. Sauf que, bien sûr, on n'est pas obligé, encore une fois, de plonger à pieds joints dans la culpabilité. Pour le faire, je crois qu'il faut avoir quelque part un moteur aussi, une espèce de moteur interne, une espèce de source interne. Et il y a des gens qui pensent, moi je le pense de plus en plus, que derrière tout ça, en fait, c'est l'ego. C'est-à-dire c'est ce que certains appellent la TPI, la toute-puissance infantile, le fait qu'en fait, mine de rien, et bizarrement, on se valorise, en fait, on se donne de l'importance quand on est, ou quand on se croit, ou quand on se sent coupable. Je me suis demandé pourquoi est-ce que je me sentais mal. Est-ce que je pense sincèrement que c'est moi qui suis la cause de la maladie, ou est-ce que j'ai besoin de trouver une cause à ce problème parce que la société me fait sentir que je dois retourner le plus vite possible sur le marché du travail et être rentable et justifier la paye que je touche tous les mois, tu vois. Est-ce que c'est pas aussi de la faute un peu de mes parents et des valeurs qu'ils m'ont inculquées? Tu sais, moi, je viens d'une famille où le travail, c'est important, on travaille très sérieusement et très durement. Et si tu restes trop à la maison, est-ce que t'es pas en train de montrer à ta famille que t'as zéro ambition et que tu cherches pas à t'élever dans la société, tu vois? Pour moi, tout ça, ça fait partie du processus de culpabilisation générale tout le temps, auquel doit faire face une personne malade. Et on doit essayer de se détacher de ça parce que ça t'aide pas du tout à guérir. Encore une fois, tout le monde collabore à culpabiliser tout le monde, aussi bien les individus que les entreprises, évidemment. Après, il faudrait voir effectivement quelle est la relation, comment ça a été défini au départ. Si j'ai une maladie rare, que j'ai averti mon employeur, que peut-être de temps en temps je ne pourrais pas travailler, et qu'il me le reproche et qu'il me culpabilise, ça ressort, pour moi, ça revient à une forme de manipulation. Il sait très bien, entre guillemets, ce qu'il a acheté, et le fait de le reprocher quand même, c'est une façon d'exercer une pression, peut-être pour exiger plus. Mais encore une fois, je crois qu'on a tous un travail à faire pour ne pas se laisser culpabiliser. Quelqu'un disait, on ne peut pas vous rabaisser sans votre propre consentement. Et moi, j'ai envie de dire, on ne peut pas vous culpabiliser sans votre consentement non plus. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'autre peut nous tendre encore une fois la perche d'eux, mais on n'est pas obligé de la prendre, on n'est pas obligé de se sentir forcément coupable. Ça, c'est un travail à faire aussi, c'est peut-être une réflexion, mais c'est plus facile à faire à plusieurs que tout seul. Parce que c'est difficile de prendre du recul par rapport à nos propres émotions.
Et puis le deuxième retentissement qui est important, bien qu'invisible, ce sont des malformations artério-veineuses. Je connais des patients, par exemple des malades, pour lesquels le conjoint est dans une forme de déni. Alors oui, le problème avec Mila, c'est que physiquement, elle attire beaucoup les gens. Tout le monde dit qu'elle est très belle, hein, et que ma foi, dès qu'elle ne parle pas ou que je dis qu'elle est malade, oh, la pauvre, que c'est dommage. Là, c'est très, très, très frustrant. Ça m'oppresse, oui. Une maladie visible, entre guillemets, donc on a quand même aussi cet avantage-là, si on veut, qui sera peut-être aussi un désavantage dans certaines situations. La myasthénie gravis, qui est une maladie rare, où les personnes souffrent de toute une série de symptômes, y compris une fatigue, une maladie auto-immune. La personne souffre des états de fatigue qui sont extrêmement pénibles et dans lesquels ils sont réellement épuisés, ils ne peuvent pas bouger, entre autres. On a fait une étude sur le vécu psychologique de cette maladie et cette question nous a beaucoup intéressés, puisque la myasthénie gravis est désignée comme une maladie invisible, un handicap invisible et imprévisible. J'étais très surprise de voir, quand on étudie les choses en profondeur, que beaucoup de patients étaient très contents que leur maladie ne soit pas visible. D'accord ? L'autre point, le point qui est le plus difficile pour les patients qui ont un handicap invisible, c'est le rapport aux autres. Le manque d'empathie, de compréhension, parfois l'idée que la personne, elle joue un rôle, qu'elle exagère, qu'elle est hystérique, ça arrive, qu'elle est en train de faire une conversion hystérique, et toute cette méfiance autour du patient qui peut en effet provoquer une très grande tristesse et beaucoup de frustration. Quelle est la solution ? Chacun la trouve au sein de son noyau familial, en soi-même, mais on peut dire que parler aux autres, informer, c'est quelque chose d'essentiel. Il faut briser les tabous, en fait. Dans la notion de culpabilité, il y a le fait de ne pas exprimer clairement ses peurs, sans doute. Et je pense que rien ne vaut les paroles. Je suis issue d'une famille de 5 enfants, disons 7 enfants, puisqu'il y a eu 2 décès. Et parmi ces 7 enfants, nous sommes 5 filles. Et parmi ces 5 filles, il y a 3 qui ont présenté une maladie similaire. La troisième, qui est notre dernière, elle a pu être diagnostiquée, nous avons su qu'il s'agissait d'une maladie rare génétique appelée la myopathie GNE. Et je ne dois pas projeter mon sens de culpabilité, mon mal-être sur elle, puisque elle également, elle n'avait pas vraiment décidé de faire des enfants qui avaient des problèmes génétiques. On peut aller à l'encontre du gène. Maintenant, ça ne doit pas être sur tous les gènes, d'accord ?